Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition du 1945 du lundi 11 novembre 2024. Voici le sommaire. Pascal Affi-N'Guessan a été réélu président du Front populaire ivoirien lors du 5e congrès du parti à Yamoussoukro, remportant plus de 99% des voix. Le congrès a réuni 4500 délégués sur les 7000 attendus. Les détails à suivre dans ce journal. Du franc CFA à l'éco, quels sont les freins de son entrée en vigueur en Afrique de l'Ouest? Les réponses à suivre dans quelques instants. Et une intoxication alimentaire fait plus de 60 victimes à Yopougon. La consommation d'un gâteau d'anniversaire serait à l'origine de cette intoxication. On revient sur ce drame qui crée l'émoi. C'est l'information du moment qui fait bouger l'actualité politique. Pascal Affi-N'Guessan a été officiellement désigné candidat du Front populaire ivoirien pour l'élection présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. Alors, lors de son investiture, le samedi 9 novembre dernier, il a réaffirmé sa détermination ainsi que celle de son parti à accéder à la magistrature suprême. JJK et Franck Baudier. Pascal Affi-N'Guessan a été réélu président du Front populaire ivoirien FPI lors du 5e congrès du parti à Yamoussoukro, remportant 99,34% des voix. Le congrès, qui a réuni 4500 délégués sur les 7000 attendus, avait pour objectif de réviser les textes du parti, élaborer un programme de gouvernement et désigner le candidat du FPI pour l'élection présidentielle 2025. Dans son discours d'ouverture, Affi-N'Guessan a souligné la résilience du parti face aux crises passées et son potentiel pour l'avenir. Il a insisté sur la vocation du FPI à diriger la Côte d'Ivoire et l'importance de bien préparer l'élection de 2025. Le Congrès a également procédé à l'élection des responsables des femmes et des jeunes, ainsi que du comité de contrôle. Affi-N'Guessan a été officiellement investi comme candidat du FPI pour la présidentielle de 2025. Il a appelé à l'unité et à la mobilisation de toutes les forces du parti en vue de cette échéance électorale. Le FPI, ce grand parti social-démocrate, humaniste, se tient résolument aux côtés du peuple. Nous allons gagner parce que nos compatriotes ont besoin de cette rupture tranquille et nous demandent de savoir l'incarner pour eux, avec eux, tous ensemble. Nous allons gagner sans le moindre esprit de revanche envers quiconque, animés par une volonté résolue de rassemblement pour bâtir enfin une Côte d'Ivoire définitivement en paix. Et pour gagner, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous parce que la Côte d'Ivoire a besoin de nous. J'ai besoin de votre envie. J'ai besoin de votre énergie. Je vous demande de vous rassembler. Je vous demande de tout donner, votre foi en vous-même, à la puissance de notre projet. N'écoutez pas le chant lugubre de ceux qui ne croient plus en eux-mêmes, qui rendent les armes avant même de mener le combat. Nous continuons sur une note économique. La monnaie ECO, projet ambitieux de création d'une devise commune des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, soulève des enjeux significatifs pour la région. La transition vers l'ECO nécessite une coordination complexe entre les États membres avec des défis logistiques, politiques et juridiques. L'entrée en vigueur ayant pris un retard, plusieurs chefs d'État s'activent à travers des réformes de leur économie pour réussir sa mise en œuvre. Quels sont les enjeux d'une telle monnaie unique pour les États de la CEDEAO? Une analyse d'André Assemian et Ahmed Badini. L'un des principaux arguments en faveur de l'ECO est sa capacité à faciliter le commerce intra-régional en éliminant les fluctuations des taux de change et en réduisant le coût de la transaction. L'ECO pourrait dynamiser les échanges entre les 385 millions d'habitants de la CEDEAO. Ses partisans estiment que cela favoriserait une intégration économique renforcée et une coopération accrue entre les États membres. Bien que prévu pour 2020, le projet de l'ECO n'a pas encore été mis en œuvre. Professeur Prao Yao Séraphin, économiste à l'Université Alassane Ouattara, analyse les raisons. La première raison, elle est technique. C'est le non-respect de ce qu'on appelle les critères de convergence. Il faut que chaque pays respecte ce qu'on appelle la norme de 3% du déficit budgétaire. Deuxième problème qui se pose au niveau du retard de l'ECO, c'est le cas du Nigeria. Il faut qu'il y ait des pays leaders et des pays suiveurs, sinon ça ne marche pas. Et donc, le Nigeria, surtout leur président et même leur population, hésitent un peu à aller vers cette monnaie-là. Or, c'est un pays avec lequel nous devons compter obligatoirement. L'ECO pourra assurer une stabilité monétaire
si sa gestion est rigoureuse. Toutefois, harmoniser les politiques économiques entre les pays aux économies variées constitue un défi majeur. Pour garantir le succès, il est impératif que les critères de convergence économique établis par la CEDEAO soient respectés, ce qui demeure complexe pour certains États. Selon l'expert en économie, les retombées de l'implémentation de l'éco seraient très bénéfiques pour les pays d'Afrique de l'Ouest. Et surtout avec l'idée de la ZLCAF, la zone de libre-échange continentale, si on a une monnaie unique, l'éco, vous allez voir que le commerce vraiment intra-communautaire va dépasser, en tout cas les 30%, 40%, même voire 50%. Ça va vraiment augmenter. Ça va faire du bien. Deuxièmement, la monnaie unique va permettre à chaque pays de pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, d'un secteur industriel très puissant. Au temps présent, je dis au temps présent, en 2020 déjà, le PIB de la zone UEMOA c'était 686 milliards de dollars. C'est énorme, vraiment énorme. Et je pense qu'avec une monnaie unique, vous allez voir, cela va accroître la production, le secteur industriel va vraiment exploser. Lors du premier sommet des chefs d'État de l'accord de partenariat stratégique Côte d'Ivoire-Ghana le 11 octobre dernier, les dirigeants des deux pays ont exprimé le souhait de voir l'éco entrer en vigueur dès 2026. Cette déclaration soulève des questions quant à la capacité des États de l'Afrique de l'Ouest à surmonter les obstacles restant dans ce délai. À présent, une affaire totalement ubuesque. C'est un anniversaire qui tourne au vinaigre, sinon au cauchemar pour les populations de Adiopo-Doumé dans la commune de Songon, non loin d'Abidjan. Après la consommation d'un gâteau d'anniversaire le vendredi 8 novembre dernier, plus de 60 personnes se sont retrouvées à l'hôpital avec les mêmes symptômes, diarrhée, douleurs abdominales et fièvre. Heureusement, ils ont été vite pris en charge à l'hôpital général de Yopougon-Atié. Les détails sur cette affaire dramatique avec Chilina Lebonsoro et Félicien Biaou. Hier dimanche 10 novembre au soir, plusieurs enfants ont été admis à l'hôpital général de Yopougon-Atié. Ils sont tombés malades après avoir consommé un gâteau d'anniversaire lors d'une fête qui s'est tenue le vendredi précédent au domicile Diakarija Konaté. Ceux qui ont mangé le gâteau, il y en a qui sont à l'hôpital là-bas. Là, je suis resté là, en même temps ma fille, elle m'a appelé. Pour attendre, moi ici, l'hôpital ici. Il ne me sent pas bien. C'est là, moi, je demandé, il y a quoi? Oh non, lui, il a un mot de vanne, et puis ici, diarrhée. Nous, en même temps, il a raccroché le portable. C'est là, maintenant, il a pris l'argent, il fait direct pour aller derrière là-bas. Et moi, je trouvé qu'en tout cas, il y a beaucoup d'hommes là-bas, ils sont couchés. Quand il fait mon constat, je trouve que ceux qui étaient là, de soirée dans l'anniversaire, là, c'est eux, ils sont couchés comme ça. Présentant des symptômes de diarrhée et de douleurs abdominales, les enfants malades se sont d'abord rendus au centre de santé rural d'Adiapo-Doumé, dans la commune de Songon, avant d'être transférés à l'hôpital général de Yopougon-Atié. Ouma Kone, dont les 6 enfants sont touchés par cette intoxication, attend patiemment avec d'autres parents le diagnostic des médecins. Donc ici arrivé, Dieu merci, les docteurs ont fait les premiers soins. En tout cas, ils continuent de le faire, mais ils m'ont dit que pour le moment, tout ira pour le bien. Je pense que jusqu'à matin, on aura le résultat final. Koulibaly Mamadou, dont la femme et l'enfant figurent parmi les victimes de l'intoxication, exprime sa colère face à la fuite de responsabilité du propriétaire de la boulangerie et ne compte pas en rester là. Pendant que nos parents, nos enfants, nos femmes sont en train de mourir ici, à la boulangerie là-bas, ils sont en train de travailler. Ça veut dire que nous, on s'en va faire nos produits pour venir cotiser, pour aller payer lui son pain, lui il s'enrichit. Il y a ces maladies, on s'en va payer. En tout cas, nous, on veut poursuivre le mot là pour qu'il vienne répondre à ces actes. Du côté de l'hôpital général de Yopougon-Atié, le personnel s'est mobilisé pour prendre en charge les 55 personnes qui sont arrivées dans leur service, dont 12 adultes, une femme enceinte et 43 enfants. Ne pouvant pas mettre la main sur le directeur général de l'hôpital, nous sommes retournés sur les lieux ce matin pour en savoir un peu plus. Guillaume Esso-Akpes supervise cette intervention. Il profite de notre micro pour sensibiliser sur les gestes de premier secours en cas d'intoxication. Depuis hier, ces 55 enfants ont été pris en charge. Et dans la nuit d'hier, aujourd'hui, nous avons encore reçu 16 autres enfants. Nous voulons rassurer la population pour dire que ces 71 personnes qui se trouvent dans nos locaux sont hors de danger. Ils ont été pris en charge. Ce que nous donnons comme conseil aux parents, c'est de ne pas paniquer, c'est d'amener rapidement l'enfant au centre de santé, c'est de donner beaucoup d'eau à boire. Et le centre de santé le plus proche déjà peut prendre en charge ce genre de difficultés, de problèmes.
Contacté par téléphone pour expliquer les événements, le gérant de la boulangerie a refusé de faire des commentaires, prétextant qu'il attendait les résultats du service d'hygiène concernant le gâteau d'anniversaire préparé par son établissement. Le Festival des jeunes entrepreneurs a fermé ses portes pour l'édition 2024. Durant 2 jours, les jeunes entrepreneurs se sont réunis dans la capitale économique ivoirienne afin de discuter sur des thématiques qui vont leur permettre de booster leur chiffre d'affaires. L'occasion a été également choisie pour honorer ceux qui se sont démarqués durant l'année. Francis Kofi et Marion Été. À seulement 26 ans, Armand Nguesson est déjà propriétaire de 2 grands magasins spécialisés dans la vente de vêtements, incluant des friperies et du prêt-à-porter. Passionnée par la mode, depuis son enfance, elle se démarque de la concurrence en organisant des ventes en direct sur les réseaux sociaux, où elle parvient à écouler ses produits avec succès. Lors de la 3e édition du Festival des jeunes entrepreneurs à Abidjan, Armand Nguesson, ou chez Manda, comme on l'appelle communément, a été couronné meilleur jeune entrepreneur de l'année dans la catégorie mode. Lorsque j'ai reçu le trophée, ça m'a rappelé toutes ces années où voilà, ces nuits blanches et tout. Franchement, je suis vraiment fière de moi et je suis aussi fière de toute mon équipe derrière. Que ce soit dans les domaines de la cosmétique, du maquillage, de la gastronomie, de la décoration, pour ne citer que cela, les exposants ont partagé leur expertise avec de nombreux visiteurs. Il faut dire que j'ai fait plusieurs activités comme la vente de t-shirts en pagne et tout, d'autres activités encore de nourriture. Mais franchement, j'ai été attirée par cette activité d'accessoires de sacs en perles, donc j'ai décidé de m'investir davantage. Ça fait maintenant 2 ans que je suis dans la création de sacs en perles. Vu que je suis beaucoup sur Internet, surtout Instagram, je me suis dit c'est important pour moi de sortir pour chercher des clients physiquement et que pas seulement le digital. Ce festival, dédié aux jeunes entrepreneurs, met en lumière l'entrepreneuriat des jeunes en Côte d'Ivoire à travers des expositions ventes, des discussions et des ateliers de formation. Pendant 2 jours, les jeunes entrepreneurs ont débattu sur le thème « Comment valoriser la création de contenu pour améliorer la performance des entreprises ». Nous utilisons tous les réseaux sociaux, donc savoir comment utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir accroître l'entreprise, c'est vraiment important et primordial pour tous les jeunes entrepreneurs ici en présence. Raison pour laquelle nous avons choisi ce thème. Et en plus de cela, il y a les expositions ventes, ils pourront vendre leurs marchandises pour accroître leur clientèle et fidéliser aussi leur clientèle. Contrairement à l'édition précédente, le Festival des entrepreneurs a affiché un niveau d'enthousiasme encore plus élevé lors de cette 3e édition. Au total, 88 exposants ont participé, attirant plus de 400 visiteurs. On poursuit à l'international. Entre politique répressive, affrontements armés et enjeux climatiques, la scène internationale est marquée par des tensions croissantes. Au Burkina Faso, le gouvernement militaire envisage de rétablir la peine de mort, suscitant un vif débat sur l'éthique et la sécurité. Pendant ce temps, le Tchad fait face à des violences meurtrières et à Bakou, la 29e conférence de l'ONU sur le climat a débuté avec un accent particulier sur les besoins de l'Afrique en matière de financement et d'adaptation climatique. Karel Dablé. Le régime militaire au pouvoir au Burkina Faso envisage de rétablir la peine de mort abolie en 2018. Cette annonce, faite par le ministre de la Justice Rodrigue Bayala le 8 novembre dernier, s'inscrit dans le cadre d'une politique criminelle plus ferme face aux menaces sécuritaires. Le gouvernement justifie cette décision par la nécessité de répondre aux violences et au terrorisme qui déstabilisent le pays. Cette initiative suscite des réactions contrastées. Les partisans de la peine capitale avancent l'argument de la dissuasion et l'importance de répondre aux attentes de justice des victimes. En revanche, les organisations de défense des droits humains s'opposent à cette mesure, rappelant l'absence de preuves quant à son efficacité dissuasive et alertant sur les risques d'erreurs judiciaires. Le rétablissement de la peine de mort au Burkina Faso va à contre-courant de la tendance abolitionniste observée en Afrique et pourrait créer un précédent pour d'autres pays de la région confrontés à des défis sécuritaires similaires. Les détails et modalités de cette mesure devraient être prochainement discutés au sein du gouvernement et de l'Assemblée législative de transition. Au Tchad, la lutte contre le terrorisme demeure cruciale. Ce samedi, des affrontements entre l'armée et des groupes terroristes dans la région du lac Tchad ont causé la mort de 96 insurgés et de 15 soldats tchadiens. Ces combats
font partie de l'opération Askanit, lancée pour sécuriser cette zone instable, souvent attaquée par Boko Haram et d'autres factions. Bien que les autorités saluent les efforts militaires, le lourd bilan souligne la persistance de la menace dans cette région stratégique. Les enjeux de sécurité sont étroitement liés aux préoccupations environnementales. La 29e conférence de l'ONU sur le changement climatique a débuté ce lundi 11 novembre à Bakou, en Azerbaïdjan. Avec la participation attendue de 40 000 personnes, dont une centaine de chefs d'État, les discussions se concentrent sur les défis spécifiques auxquels l'Afrique est confrontée, notamment le financement climatique et le soutien aux énergies renouvelables. La conférence, qui se poursuivra jusqu'au 22 novembre, devrait aboutir à un nouvel objectif d'aide financière pour les pays en développement essentiel pour l'Afrique. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, toujours à la même heure, 19h45. Mais avant, je vous laisse en compagnie de l'équipe du Grand Talk. Bonsoir.